Alors, on a 3 temps cet après-midi. On a d'abord 2 interventions. Je vais présenter les intervenants. Et on aura, pour la fin de la journée, fin de l'après-midi, une session plus participative. Voilà, quelque chose d'un peu expérimental qu'on a mis au point avec les collègues de l'espace éthique. Donc, je ne vous en dis pas plus, vous verrez, autour du prix du médicament. Voilà. Et je vais tout de suite laisser la parole donc à Emmanuel Petit, qui est celui-là, qui est professeur en économie à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je vais évoquer une communication qui est extraite de cet ouvrage, qui a été coordonné et dirigé par Paul Loup, Velbuc, Clémence Thébault et Fabrice Gilles. Moi, j'ai participé, mais j'ai aussi trouvé vraiment des choses très intéressantes parce que c'est une lecture interdisciplinaire sur la question de la valeur avec des économistes, des sociologues, des philosophes. Donc, je suis heureux de pouvoir présenter un peu cela. Alors, je suis beaucoup moins spécialisé que les collègues que vous avez pu entendre jusqu'à présent, parce que je ne suis pas du tout un économiste de la santé. Mais ça va quand même me permettre d'évoquer la question de la dévalorisation du travail de care, et notamment celui de l'infirmière, et d'en donner quelques raisons, de manière à pouvoir un petit peu opposer cette question comment les économistes voient la rémunération et comment on peut la voir un peu différemment. Alors, je vais commencer par cadrer un peu des choses, mais très très grandement, vraiment en prenant de la distance sur l'approche économique de la santé, et notamment en mettant en évidence ce qu'est l'approche économique dominante, standard, qu'on voit et qui caractérise parfois l'approche économique de la santé. À partir d'une définition de l'économie qui est celle que vous voyez apparaître et qui met en évidence que l'économie, c'est l'idée d'obtenir des objectifs en essayant de trouver les moyens les plus adaptés pour obtenir ces objectifs. Donc, je crois que c'est Paul Loup qui parle de ça, c'est un système fini pour une demande infinie. Ça correspond un peu à cette idée-là en philosophie aussi. Donc on a quelque chose qui est très cadré, ça a été un peu explicité, notamment quand on pense à la question des dépenses et des recettes, c'est un peu cette logique qui est là. Et cette logique de l'économiste, elle est basée sur une conception de l'individu, du système, qui est très particulière, qui a beaucoup d'efficacité dans certains domaines. La question, c'est de savoir si sur la question de la santé, ça peut avoir la même efficacité. Alors, vous voyez ces mots-là que j'utilise. La définition, c'est celle de Lionel Robbins, ça date pas d'hier, mais c'était déjà là au 19e siècle. Et l'idée que l'économiste se fait de l'individu, du marché, c'est un marché qui repose sur des individus qui cherchent leur intérêt, qui sont très rationnels. C'est des individus qui font un choix qu'on appelle cognitif. C'est des individus qu'on conçoit comme étant très autonomes, très rapidement. Et ce sont des individus qui ont des vertus de responsabilité. Ça a été évoqué ce matin dans le parcours de soins. On suppose que l'individu va être capable de se repérer et de même d'accomplir son propre parcours de soins. C'est la question de la responsabilité. Alors tout ça embarque l'économiste vers une conception qui est aussi politique, parce que y a la manière de mettre en place des politiques, et vous retrouvez des choses que dont vous avez sans doute déjà connaissance, c'est le nudge. Le coup de pouce, c'est des choses qui ont été mises en place par Thaler et Sunstein. C'était des gens qui conseillaient Obama, et ça s'est mis en place un peu partout. Et puis ça vaut aussi pour la politique de santé, et ici notamment pour la question de la santé alimentaire. Et l'idée du nudge, c'est de mettre en place des architectures d'environnement qui facilitent le choix
plutôt en faveur de la santé, d'individus qui naturellement seraient plutôt tournés vers une forme, non pas forcément d'addiction, mais qui sont tournés vers plus facilement le recours au sucre. Hein. Et vous voyez, ce qui est fait, hein, c'est juste que ce qu'on présente des aliments dans cette cafétéria. C'est un exemple qui est donné dans ce bouquin de Thaler et Sunstein. On présente des aliments qui sont bons pour la santé et on change un petit peu la nature de l'environnement. Hein, plutôt que de proposer tout de suite des sucreries dans un self-service, on va les mettre loin et surtout on va les mettre à la fin parce qu'on est comme ça, on permet aux gens de faire leur choix, mais on les incite à ne pas faire le plus mauvais choix pour leur santé. L'idée qui est derrière, hein, c'est qu'il y a un individu qui est un petit peu déficient, qui est un peu irrationnel, et on va l'aider d'une certaine façon en reconfigurant son environnement. Alors, il y a une autre façon d'envisager l'approche économique de la santé, qui n'est pas du tout de même nature, avec une économie qui est étudiée. Alors, vous voyez, c'est la définition que donne Julie Nelson, qui est une économiste féministe. On n'est plus du tout sur les mêmes horizons. En économie, on dit plutôt qu'on est dans une phase ou dans une discipline ou dans une orientation plutôt hétérodoxe par rapport à l'orthodoxie. Et cette économie étudie la façon dont les sociétés se structurent pour promouvoir la pérennité et la prospérité de la vie. Vous voyez que, voilà, on n'est plus du tout sur des fins objectivées, notamment augmenter la satisfaction des individus. On est plutôt sur la question de la vie, sur la promotion de cette vie et essayer d'avoir des systèmes qui soient pérennes. Alors, Julie Nelson, mais elle n'est pas la seule. Hein. Il y a toute une mouvance en philosophie, chez les économistes féministes, chez les économistes en sociologie. La sociologie économique dit un peu la même chose. Bon, en tout cas, elle peut aller dans ce sens-là. Dans cette Economics for Humans, on a des références qui sont plus du tout la même chose, parce qu'au lieu d'avoir l'individu qui recherche son intérêt personnel, on a un individu qui est plus large, qui a le souci d'autrui. On met en évidence la vie sociale et la vie familiale. On donne du poids à l'émotion. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que j'essaie d'introduire cette dimension émotive dans l'analyse économique. On a un focus sur l'expérience corporelle, parce que les économistes parlent très peu du corps, alors qu'en fin de compte, quand on est en santé, évidemment, c'est important. On insiste non pas sur la responsabilité, mais sur la question de la solidarité. Et puis, voilà, on insiste aussi sur la question relationnelle, hein, qui est très très importante, notamment dans ce qui m'a intéressé à une époque, hein, c'est cette idée de l'économie du care, c'est-à-dire intégrer un certain nombre d'éléments de l'éthique du care, hein, qui est née notamment avec Carol Gilligan sur une vision différente de la question éthique. Et qui a dérivé sur cette question de qu'est-ce qui est important, c'est la relation entre le patient et puis celui qui le soigne. Et en économie, ça peut aussi vouloir dire quelque chose, hein, où on décide non pas des individus qui recherchent leur intérêt personnel, mais qui sont en relation les uns avec les autres. Ça vaut pour l'entreprise, ça vaut pour les structures, et ça redessine quelque chose qui est d'une autre nature. Hein. Évidemment, on ne recherche pas tout à fait les mêmes choses, on n'arrive pas tout à fait aux mêmes conclusions pour poser éventuellement des façons de faire. Alors, une fois que j'ai posé ce cadre, c'est ce que je vais essayer d'articuler un petit peu pour répondre à ma question assez brute, très, très limitative et très, très focalisée. Pourquoi éventuellement les infirmières sont mal rémunérées, mais ça vaut pour les infirmières, ça peut valoir pour un certain nombre de métiers. On a parlé ce matin des travailleurs sociaux, hein, qui font un travail difficile et qui ne sont pas toujours très bien rémunérés. Ça peut valoir pour les enseignants dans certains types de métiers. C'est cette question-là que j'essaie de retracer. En partant du principe qu'on a évoqué cette idée que le care est relativement dévalorisé quand on est dans des métiers de soins, de souci d'autrui, bien il y a une certaine forme de dévalorisation. Alors je donne 5 arguments qui vont nous permettre simplement de discuter un petit peu de ça. Les 5 arguments, vous les voyez, c'est effectivement le care serait féminin en grande partie, il serait non comptabilisé. Ce matin aussi,
je crois que c'est la sociologue qui parlait de l'invisibilisation. Bon, c'est un peu la même idée. Le Caire se suffit à lui-même. Il est incompatible avec le marché et puis il est conçu de façon duale. Donc je vais dire des petits mots là-dessus pour dérouler une petite argumentation qui permet effectivement de comprendre ça. Puis, bon, derrière ça, ce qui m'intéresse, c'est d'opposer deux façons de voir les choses sur cette question de comment on aborde le soin et à l'intérieur de ça, comment se repose la question de la valorisation monétaire, hein, puisqu'on parle effectivement ici d'argent. Puisque voilà, je m'inscris dans cette idée d'essayer de réfléchir un tout petit peu à cette question de la marchandisation. Alors, ici, premier élément qui est assez commun finalement, pour essayer d'expliquer pourquoi le Caire est en général dévalorisé, tout simplement parce qu'il est en grande partie féminin, et que ça, c'est des choses que les économistes féministes ont beaucoup travaillé, en France, dans les pays occidentaux, et aussi beaucoup dans les pays du Sud, où elles montrent, sur la base de statistiques qu'on connaît assez bien, qu'il y a des écarts de rémunération importants, qu'on considère l'écart brut ou qu'on considère l'écart à poste égal. Visiblement, en France, en tout cas, il y a eu une réduction de tous ces mécanismes d'écart salariaux jusqu'à la fin des années 90. Et puis, c'est quelque chose qui s'est un peu tari, comme s'il y avait une sorte de plafond. Et puis, il y a des études que moi, je connais très, très mal. Hein. J'ai simplement été chercher un petit peu d'informations pour essayer de voir comment on essaie d'étudier ça. Où en étant dans les mesures entre ces écarts entre les sexes du point de vue salarial. Et vous voyez qu'il y a des index qui peuvent être calculés. Et ces index, en 2023, parce que c'est des choses qui sont assez émouvantes, eh bien, identifient des classements qui permettent d'étalonner, de comparer ce qui se passe dans différents pays. Et vous voyez que la France n'est pas si bien située que ça. Alors, vous ne serez pas surpris de savoir que dans les pays nordiques, c'est eux qui ont la palme. La Norvège, la Suède sont évidemment dans les meilleurs classements. Et sur le 146e, vous ne serez pas surpris non plus, c'est l'Afghanistan. Et l'Iran ne doit pas être très loin. Donc voilà, ça dit effectivement quelque chose de la situation de la femme et de ces écarts qui existent. Le Caire est très féminin, et donc il n'est pas anormal de retrouver ceci dans les statistiques du point de vue de la rémunération. Deuxième élément qui m'intéresse, c'est que le Caire correspond à ce qu'on appelle une externalité positive. Ça apporte quelque chose en plus, mais on ne le voit pas et on ne le rémunère pas. Alors ça correspond à une idée que les économistes connaissent très bien, c'est ce qu'on appelle le passager clandestin. Quand par exemple une entreprise forme quelqu'un, que cette personne part et est récupérée par une autre entreprise, celle qui accueille ce nouveau salarié n'a payé en aucune façon la formation qui a été initiée par la première. Ça, c'est ce qu'on appelle une externalité. Elle est positive, elle n'est pas payée. On pense souvent aux externalités négatives, notamment en ce qui concerne évidemment les questions environnementales. Quand une entreprise pollue et que finalement il n'y a personne pour payer cette question de la pollution. Eh bien là, c'est pareil. Le Caire, on peut dire, contribue véritablement au bien-être de gens qui ont des vraies capacités, qui ont des capacités, qui peuvent apporter à l'économie, mais aussi avec une dimension sociale, même quand on est à la retraite, même quand on est une personne un peu plus âgée, parce que justement, il y a ce que nous transmettent les anciens et qui fait partie de ce que la société, ce dont la société a besoin. Alors on peut imaginer effectivement qu'il y ait une chaîne de care quand on pense à toute cette relation au sein de l'entreprise aussi, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas payées au sein de l'entreprise et qui sont aussi importantes. Des gens qui coopèrent entre eux, c'est aussi quelque chose qui est important. Et parfois, évidemment, c'est très sous-évalué, c'est sous-estimé, le care, le souci d'autrui.
la coopération, la collaboration, et pas quelque chose qui est relayé dans une économie où on a des objectifs de rendement qui vont court-circuiter parfois ces éléments-là. Donc là, c'est une autre dimension qui est assez large, mais qui aussi peut expliquer cet élément-là. Troisième élément, l'activité de care au cœur de la dépendance. Alors, c'est l'idée ici que quelqu'un qui soigne va être victime de ce qu'on voit comme une vocation très naturelle, d'une portée très morale dans l'acte de care, l'acte de soin. C'est en particulier vrai, évidemment, des infirmières, parce que effectivement, elles sont dans un sentiment de dévouement, elles sont dans la compassion, elles sont dans l'empathie. Et l'argument ici, c'est développé par cette économiste Nancy Folbre, qui est une économiste féministe, qui dit mais en même temps, c'est l'attrait du métier, hein, cette compassion, mais ça crée aussi une dépendance, parce que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. Ça fait qu'effectivement, que quand on est dans le soin, qu'on soit infirmière ou médecin, eh bien, on est attentif à ce soin. Et donc, on n'a pas du tout envie de le dégrader en prenant du temps pour manifester, pour revendiquer. Hein. Et parfois, on voit des infirmières, en tout cas, on peut imaginer que c'est un frein à la revendication salariale, à la mobilisation pour cette raison-là, et qui pourrait entraîner éventuellement une impossibilité d'avoir des rémunérations plus justes. Bon, c'est le care worker qui serait donc le prisonnier de l'amour, au sens voilà, son métier l'amène à aller dans ce sens-là. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin avec une prison dorée qui peut justifier une faible rémunération. Alors ça c'est intéressant en termes d'opposition, parce que vous avez un économiste très standard et des économistes féministes qui vont lui répondre. Alors pour la petite anecdote, elles ont voulu répondre dans le même journal, mais l'éditeur a dit non, ça suffit, l'argument de Hayes va très bien. Et l'argument de Hayes, c'est de dire que une bonne infirmière, c'est une infirmière qui est mal payée. Parce que si on paye bien une infirmière, on va faire venir celles qui sont très intéressées pour être bien rémunérées. Et donc du coup, elles vont délaisser les missions qui sont celles de la gratitude, de l'empathie, du soin, qui ne rapportent pas beaucoup. Et donc, vous voyez, c'est le marché. Si on paye trop bien les infirmières, on va faire venir que celles qui sont intéressées, alors que celles qui nous intéressent vraiment, c'est celles qui ont le souci d'autrui. Alors, c'est l'idée, effectivement, que il y a une autre idée à laquelle qu'on peut aussi ajouter, c'est que finalement, l'infirmière, elle n'est pas très bien payée, mais au total, elle est bien rémunérée parce que c'est un tellement beau métier. Donc, elle en tire satisfaction. Hein. Et donc, ça, on l'intègre dans sa rémunération, mais qui est ici une rémunération morale. L'argument de l'économie, c'est effectivement de dire il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, évidemment, donc ça, il y a à la fois, vous voyez, la motivation intrinsèque et puis cet effet de sélection adverse qui jouerait contre la rémunération. L'argument qu'on va revoir un petit peu plus loin, c'est évidemment de dire que le problème, c'est qu'en fin de compte, on ne paye pas l'infirmière pour les bonnes raisons. Qu'on la paye pour ce qu'elle fait effectivement de technique, etc. Mais il faudrait aussi la payer pour tout le travail qu'elle fait à côté. Et je pense que dans la période du Covid, ça s'est vu de façon très manifeste. Donc c'est évidemment la position de Nelson et Folbre, on la retrouvera un peu à la fin, et elle se justifie complètement. Mais vous voyez la logique de l'économiste avec cette idée il y a un objectif, il y a des moyens à mettre en œuvre. Ça peut aller à contresens de cette question de la rémunération. Alors, l'activité du care, maintenant, est-elle compatible avec le marché ? Bon, là, c'est des choses qui m'ont intéressé, notamment parce que
au travers de cette incompatibilité, il y a la question de l'émotion. Et ça, là, on revient vraiment aux racines de l'économie, parce que dans les racines de l'économie, il y a quelqu'un qui s'appelle Adam Smith, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et quand les économistes parlent d'Adam Smith, ils parlent souvent de la main invisible, de la libre concurrence, de la mise en œuvre du marché, en faisant appel à cette idée qu'Adam Smith a parlé de l'intérêt personnel, de l'amour de soi, et que c'est ce qui guide l'individu, le commerçant, dans son activité. C'est la célèbre fable du boucher, du boulanger, qui dit « le boulanger, il vous donne du bon pain parce que il pense à ses intérêts. C'est pas pour vous faire plaisir. » Mais en fin de compte, évidemment, Adam Smith, c'est avant tout un philosophe qui a pensé justement la question de l'empathie, la question de la sympathie. Il parle plutôt de sympathie, mais au sens de l'empathie. Et il a aussi pensé la relation. Et on trouve aussi dans son travail, y compris en économie, montrant que, oui, bien sûr, il y a ça. Il y a bien l'intérêt personnel, mais il y a aussi la question de la relation, au sens où le boulanger, il est très content d'interagir avec vous. Et vous aussi, vous êtes intéressé par ça, vous avez plaisir à ça, et ça fait partie complètement de la relation. Ce qui voudrait dire qu'on ne doit pas opposer intérêt et émotion, on ne doit pas opposer ces deux choses-là parce qu'elles sont présentes dans l'économie en elle-même. Et donc, ici, il y a toute une littérature, notamment en sociologie, qui montre comment, malheureusement, parfois, le marché récupère un petit peu cette dimension affective en nous vendant de l'émotion, ce sont les marchandises émotionnelles. On ne nous vend pas du voyage maintenant, on nous vend le plaisir de quelque chose, on nous met en perspective, c'est vraiment des choses qui sont devenues très, très importantes. Ça fait penser à ce que Harley Hochschild a évoqué très tôt, le sourire de l'hôtesse, mais qui est vendu quelque part et qui fait partie de sa fonction. Sauf que, comme le montre Hochschild, ça conduit parfois à des formes de burn-out parce que voilà, on ne peut pas tout le temps sourire et parfois c'est très compliqué d'avoir ce rôle-là. Donc, une forme qui montre les errements là, du capitalisme qui instrumentalise quelque part cette forme affective. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué parce que on peut considérer, alors que je pense qu'on peut voir les choses autrement, que le souci d'autrui n'est pas compatible avec le marché. Je pense qu'on pourrait envisager les choses autrement, mais il y a aussi des éléments de preuve que parfois le marché évacue effectivement des normes morales. Et c'est l'exemple que je vous donne, qui a été donc un travail fait expérimentalement par des économistes qui sont intervenus dans le cadre d'une garderie, avec un protocole qui visait à réduire, parce que visiblement c'était présent, le nombre de retards des parents qui viennent chercher leur enfant à la garderie. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, ce genre de situation, en tout cas ceux et celles qui ont des enfants. Et le principe de l'économiste, c'est de dire comment je fais pour ça ? Il y a des retards, comment je fais pour réduire les retards ? Comment je fais pour inciter les gens à faire en sorte qu'ils soient dans leurs obligations. Et la règle de l'économiste, ça va être toujours la même, c'est de dire on va inciter par l'argent. C'est-à-dire qu'on va faire payer les retards. Bim, t'es en retard, tu payes. D'accord ? Et avec l'idée que ça va fonctionner. Donc les expérimentalistes font ça et bim, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas du tout. Parce que les retards sont devenus plus fréquents. Et non seulement ça, il y a des gens qui n'étaient pas en retard et qui le deviennent. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'incitation monétaire ne fonctionne pas. Parce que l'institution qui reposait auparavant sur un code moral, pourquoi vient-on chercher son enfant à la garderie ? Tout simplement parce qu'on se sent un petit peu coupable de ne pas le faire. Il y a des gens qui s'occupent de mes enfants, j'arrive en retard, mon enfant est en pleurs, ça ne le fait vraiment pas. Il y a une forme de honte, de culpabilité qui induit effectivement des comportements sociaux qui régulent l'institution. À partir du moment où vous dites « c'est welcome, de toute façon je paye pour mon retard », eh bien toute la partie morale, elle tombe.
Et elle n'est plus là pour permettre de compenser effectivement la question de la rémunération qui n'est pas suffisante, parce qu'il y a des gens qui peuvent évidemment bien se permettre de décaler l'horaire assez facilement. Et ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est qu'une fois que le marché s'est imposé, une fois qu'on a imposé cette règle, même si on l'enlève, eh bien, les comportements, comme on dit, ils sont inertes. C'est-à-dire qu'on a du mal à revenir à l'ancienne norme, parce qu'effectivement, le marché a évacué dans les têtes la question, effectivement, du comportement social. Donc, il y a bien en économie parfois des difficultés à concilier une éthique et des comportements sociaux ou moraux avec les comportements économiques basés uniquement sur l'incitation, et notamment sur l'incitation monétaire. Donc ça peut effectivement poser problème. J'avoue que je n'ai pas de solution évidente pour plein de choses, mais je vois très souvent effectivement que le marché arrive à récupérer quelque chose qui est de l'ordre de la moralité, du social, voire de l'émotion, de l'empathie. Par exemple, je pourrais évoquer la question du coaching en entreprise, où parfois on fait du coaching pourquoi ? Pour que les salariés se sentent mieux ? Oui, tant mieux. Oui, mais si l'objectif c'est qu'ils se sentent mieux pour être plus productifs, alors on détourne l'objectif initial vers autre chose qui peut totalement altérer les bonnes raisons qu'on aurait à faire du coaching, ou éventuellement de mettre les gens dans une situation où ils sont plus confortables. Donc cette articulation entre les moyens et les fins, quand il n'y a qu'un seul objectif finalement qui compte, ça peut poser problème. Et on revient à la définition de l'économie par les économistes standards ou dominantes. C'est qu'est-ce que c'est que l'économie ? On a un objectif et on va aller dans une direction. Et on va trouver les moyens. Alors tout ça se retrouve par effectivement une lecture de ce qu'on peut comprendre comme articuler le travail de l'infirmier, de l'infirmière, du soignant, vu par ces économistes féministes, où elles essaient effectivement de cataloguer. Alors c'est à la louche, évidemment, c'est vraiment très très générique, mais on arrive à saisir que dans l'activité de l'infirmière, de l'infirmier, il y a des choses qui sont de l'ordre de la connaissance, il y a des connaissances techniques qui sont importantes, qui sont à la fois autour de l'esprit, c'est-à-dire c'est tout l'enseignement, c'est l'apprentissage, les connaissances médicales, les connaissances techniques qui sont évidemment absolument indispensables. Il y a les connaissances qui sont aussi associées au corps, qui permettent de saisir, je pense que c'est important pour un soignant, évidemment, l'état physique, mental et émotionnel des patients. Et puis il y a, au-delà de ces connaissances, des aptitudes qui sont plus des aptitudes morales, qui sont pas moins importantes, sans doute. C'est effectivement la capacité de réconfort émotionnel de la famille, tout ce qui est de l'ordre de la mise en lien, qui est de l'ordre de la compassion, mais on peut aller très très loin. Et c'est vous qui connaissez ça et qui connaissez ces choses beaucoup mieux que moi. Et même sans doute beaucoup mieux que Adams et Nelson. Mais c'est l'idée effectivement qu'il y a des vertus qui sont importantes dans le soutien du patient, parce que un patient qui va bien ou qui a un bon moral, c'est un patient sans doute qui guérit mieux qu'un autre. Et ces vertus peuvent aussi se décliner sur la question du corps. Alors là, tout à fait, ça fait vraiment référence à ce qui s'est passé dans le Covid. Il y a des tâches qui sont véritablement peu gratifiantes, qui sont difficiles à faire, mais qui sont extrêmement importantes du point de vue de la dignité du patient. Et donc, ayant clarifié un petit peu ce spectre de, qu'est-ce que fait, c'est quoi finalement le travail de soin quand on est infirmier ou infirmière. On a ces quatre cases qui se déclinent. Et là où elles rebondissent très rapidement, c'est de dire, en fin de compte, elles sont payées pour quoi ? Pour quelles raisons elles sont véritablement payées ? Qu'est-ce qu'on prend en compte dans la charge de la rémunération ?
Et là, effectivement, selon qu'on est économiste orthodoxe ou un peu plus hétérodoxe, ou même selon que la pratique, selon qu'on est à l'hôpital ou autre part, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose, parce que tout le monde est d'accord, évidemment, qu'une infirmière est rémunérée sur ses connaissances techniques. Ça paraît normal. Sur la question du corps, sur la question des vertus, il y a une reconnaissance, on l'a bien vu. Tout le monde reconnaît que c'est un travail très important, le soutien, l'empathie, la compassion, mais finalement, on ne le rémunère pas parce que c'est perçu comme un bénéfice du métier. Comme les enseignants, ils font un tellement beau métier, on ne voit pas pourquoi on aurait à aller en plus les payer pour ça, alors qu'il y a des métiers beaucoup plus ingrats. Et donc, on peut décliner ça de la même façon par rapport au corps. Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Alors là, pas forcément. Est-ce que sur les vertus, c'est pareil? Il n'y a pas toujours cette reconnaissance. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est Adams et Nelson qui donnent leur point de vue ici. Mais cette reconnaissance serait mixte et la rémunération qui serait associée serait effectivement minimale. Elle existe, parce que il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières, il y a bien des gens qui font un travail parfois ingrat. On sait qu'il l'est et il est quand même reconnu, mais la rémunération est assez faible. Ce matin, effectivement, il a été évoqué la situation des travailleurs sociaux. Ça pourrait être rentré en ligne de compte. Donc, ici, on s'aperçoit que pour répondre à la logique de Hayes au départ, c'était de dire, on n'a pas besoin d'infirmières qui soient bien rémunérées parce qu'effectivement, si elles sont bien rémunérées, elles vont aller chercher l'appât du gain, l'intérêt personnel. Il y a toute une catégorie de travail qu'elles ne feront pas. Mais si, dès le départ, on disait c'est quoi le travail du soin et pour quelle raison il est bien rémunéré, il doit être bien rémunéré, et qu'on cochait toutes ces cases, on n'aurait plus de raison de faire appel à des infirmières qui seraient intéressées, parce que ces infirmières qui seraient intéressées, pour tenter que ça soit le cas, elles auraient bien la conception que c'est tout ce travail-là qui est à faire et qui est rémunéré pour cette cause-là. Donc, on peut retomber sur les pattes de Nelson en particulier pour dire que il n'y a pas de sélection adverse. Il y a surtout une très mauvaise conception de la rémunération effective pour plein de raisons de ceux qui prennent soin. Alors, voilà, j'ai simplement résumé un petit peu ces points de vue, en essayant de ramasser un petit peu ce que j'ai tenté de clarifier. Un travail de care qui est dévalorisé, je pense qu'on peut l'étendre à d'autres domaines, encore une fois, parce qu'il est féminin, il crée des bénéfices sociaux qui ne sont pas intégrés dans le salaire de ceux qui pourvoient aux soins, qu'il leur donne, à contrario, une motivation intrinsèque qui est conçue à tort comme un complément de la rémunération. Ça, je trouve que cette idée est très importante parce que chez les économistes, il y a bien cette idée de différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Et finalement, quand on est dans une rémunération, on pense qu'à une certaine forme de motivation. Les économistes, si vous avez un travail, ils considèrent que vous avez un travail et que vous allez être rémunéré uniquement parce que le travail, c'est un effort. Ça ne vient pas à l'esprit de l'économiste de penser, a priori, je parle de l'économie dominante, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir dans le travail. A priori, ça, c'est connexe. On travaille pour être rémunéré et c'est une compensation de l'effort qu'on fait. Et on est bien d'accord que quand on travaille, il y a toujours une dimension d'effort. Donc, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais la question, c'est de savoir s'il y a autre chose. Le travail du care est incompatible et ou perçu comme incompatible avec le marché. Et puis, moi, ce qui m'intéresse autour de ça, effectivement, c'est que, comme c'est le cas pour le care, je trouve qu'il y a une dimension tout à fait importante qu'on sous-estime dans la question de l'émotion, qui a elle-même une question très relationnelle. L'émotion, on peut la voir très souvent comme quelque chose qui est très intérieur. C'est ce que font les psychologues. C'est mon émotion, elle m'appartient. C'est pas la vision que j'ai et que
notamment les sociologues, les anthropologues, les historiens des émotions peuvent avoir, c'est la question de la mise en relation. L'émotion, c'est toujours une mise en relation parce que ça veut presque rien dire d'éprouver une émotion. Elle n'est jamais perçue de façon isolée. Vous pouvez même être chez vous, penser dans la plus grande solitude. S'il y a une émotion qui est créée, c'est parce que vous êtes en lien avec un événement qui a une profonde nature sociale. Et ça dit beaucoup de choses de la manière dont on peut concevoir effectivement le lien de cœur qui me paraît très, très important. Voilà, je ne sais pas si je n'ai pas dépassé. J'espère que non, je n'avais pas chronométré du tout, mais voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question de clarification. J'ai peut-être manqué j'ai trouvé ça comme... Enfin, je connaissais déjà ton propos que je trouve très, très éclairant et très original. J'ai pas très bien compris la conclusion à tirer de l'expérience sur les retards en garderie par rapport à l'argument de Hayes. J'ai l'impression que ça met de l'eau dans le moulin de Hayes, c'est ça, l'économiste qui dit que si les infirmières étaient mieux payées, elles seraient intéressées, elles feraient moins bien leur travail. J'ai l'impression que ça va un peu dans ce sens-là, puisque ça veut dire que l'incitation financière dénature ou change la motivation du travailleur, du côté des infirmières, du parent, du côté de la garderie, mais alors... Oui, alors, de fait, l'argumentation, l'expérimentation montre l'ambivalence entre valeur morale et la rémunération. Et donc, c'est forcément quelque chose qui est compliqué, parce que en économie, on va insister sur la rémunération effective. Mais la réponse des économistes féministes, c'est avec ce joli texte qui dit, mais pour quelle raison doit-on rémunérer ceux qui prennent soin? Est-ce que c'est que pour l'argent ou est-ce que c'est pour l'amour? Et leur réponse est simple, c'est de dire, oui, il faut le faire pour les deux. Mais pour ça, ça veut dire qu'en amont, on a bien compris, on a bien intégré cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il faut reposer la question de la rémunération. Après, c'est là que l'expérience est ambivalente, c'est qu'on est très très souvent confronté dans la réalité à ces mécanismes d'incitation qui, quand on les introduit, peuvent effectivement évacuer cette considération morale. Donc c'est vrai que mon point de vue, là, il est un peu ambivalent, parce qu'on constate cela. On constate, c'est-à-dire que même quand on est dans un métier, l'appel à la rémunération, à l'incitation qui est financière, eh bien, elle est ambivalente. Et elle peut effectivement nous détourner des individus de l'activité. Typiquement, il y a des gens qui sont bénévoles, ils seraient outrés qu'on leur dise « mais t'es bénévole, mais je vais quand même te payer ». Parce qu'effectivement, mais non, je suis bénévole, c'est pour ça que je viens. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué d'articuler ça. Mais pour une infirmière ou un infirmier, il a besoin d'être rémunéré. Donc l'idée, ça serait effectivement de ne pas dissocier et de bien saisir qu'on peut être rémunéré à la fois pour cette qualité d'intervention technique, qui est le souci de l'économiste en termes de rémunération, et puis la qualité morale, je dirais, de ce type de métier. Alors, que penser de cette phrase on entend souvent, c'est il faut recentrer le soignant, médecin ou infirmière, etc., sur sa fonction comme facteur d'économie et d'efficience. Mais si cette fonction est si mal reconnue, si mal définie, comment la recentrer? Quel facteur économique il y a derrière? C'est une phrase qui est, entre guillemets, peut-être assez vide de sens. Ça dépend comment on conçoit l'efficience. Bon, moi, ça fait peu de temps que j'envisage cette dimension, mais je me suis tourné vers les économistes institutionnalistes qui posent justement cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une institution efficiente? Et si on ne regarde les choses que par le prisme de la productivité, du rendement, effectivement, des objectifs financiers, etc., ce matin, il y a une intervention qui montre que c'est aussi important de le faire, évidemment. Mais si on ne pense pas l'institution dans sa plus grande globalité,
où effectivement on ne pense pas le tissu de relations, comme ça a été aussi évoqué sur cette pensée sociale de la santé ce matin, eh ben on peut penser à côté, on peut passer à côté. Et déjà, effectivement, l'idée de poser un objectif qui est une efficience, ben voilà, c'est un objectif qui doit être recomposé. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il ne faut pas s'arc-bouter sur une forme d'efficience. Les choses évoluent de toute façon. L'hôpital d'aujourd'hui, c'est vous qui le connaissez, c'est pas celui d'il y a 20 ou 30 ans. Donc, de toute façon, les objectifs doivent se recomposer en fonction des moyens. Et c'est pour ça que j'ai commencé par comment les économistes voient les choses. Ils fixent des objectifs qui sont quasiment intangibles. Et de mon point de vue, c'est une erreur, parce que l'objectif, justement, il y a un objectif financier, mais il n'y a pas que celui-là. Et de toute façon, même à l'intérieur de ce périmètre des objectifs, il y a des choses qui se recomposent. Je ne sais pas si je réponds vraiment, parce que voilà, je pense qu'il faut introduire beaucoup plus de fluidité, de plasticité dans les objectifs qu'on se donne sur la question des institutions. Bonjour, Hélène Gauthier, je suis oncologue à la PHP et merci pour votre intervention. J'avais une question, puisqu'on voit donc c'est ce que vous donnez comme information, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Et on voit que pourtant il y a une crise du nombre d'infirmières qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'il y a moins de personnes qui veulent travailler. Et est-ce que c'est l'évolution de la société aussi qui a changé ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à aujourd'hui versus il y a 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui a pu changer et qui mène au fait qu'il y a de moins en moins de vocations pour la santé? C'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Hein. C'est peut-être au-delà de ma compétence. Bon, au moins l'argument que je pourrais donner, c'est que de mon point de vue, il y a une forme de performativité dans le discours de l'économiste, parce que c'est ce que j'ai dit au départ. Adam Smith, l'intérêt personnel, etc. Ça a construit toute une dynamique de l'économie qui est tournée autour de ça. Et j'ai envie de dire que c'est aussi ce que disent les psychologues et sociologues, à force de répéter ce mantra-là, qu'effectivement, il faut qu'on soit tourné vers l'intérêt personnel, eh bien, il y a cette question de la vocation, d'une dimension morale, relationnelle qui s'est un peu étiolée. Moi, quand je vais faire des tests sur justement la question de l'altruisme versus l'intérêt personnel, si je fais des tests à des étudiants en philosophie, en sociologie, ou alors en sciences médicales. Alors là, de fait, j'ai jamais fait, mais j'ai des étudiants qui sont beaucoup moins égoïstes entre guillemets que des étudiants que j'ai en économie ou en sciences de gestion. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'on profile dans des directions qui sont effectivement, oui, quand tu es économiste et quand tu es sur le marché, si tu n'es pas dans l'intérêt personnel, on va presque te dire que tu es un bonnet. Hein, parce que c'est ça c'est un peu le mantra, c'est un peu le guide, c'est un peu la norme qui s'impose. Donc je pense qu'il y a un côté effectivement, oui, je suis très large, hein, il y a un côté éducatif, il y a quand même une société qui tire effectivement vers des choses qu'on connaît bien. C'est effectivement, il faut accumuler, il faut consommer, il y a cette dimension-là qui est présente. Et on regarde ça, d'autres valeurs, mais c'est aussi ce qui a été dit pendant le Covid, hein, mais qu'est-ce qui compte pour nous ? Qu'est-ce qui compte pour nous ? Et là, oui, ça a duré combien de temps ? On a dit le Covid, c'est l'élément. C'est pas vrai du tout. Le Covid, c'est pas un élément bouleversant. Le changement climatique, la crise climatique, elle est bien davantage parce qu'elle est devant nous. Le Covid, ça a presque été une parenthèse. On a pu penser d'autres choses, mais bon. Oui, bonjour, je suis gériatre. J'avais deux questions. Enfin, deux notions dont je me demande si on peut les intégrer, puisque bien sûr on est tous pour défendre la rémunération du care. Il y a la logique du don, où je me dis qu'effectivement quand quelque chose est gratuit, quand on se dit cette personne elle n'est pas très bien payée et donc tout ce qu'elle me donne en plus c'est du don, et du coup on a envie de faire du contre-don, et donc cette personne qui donne gratuitement, parce qu'elle n'est pas rémunérée pour ça, elle reçoit aussi de la part de l'autre, et est-ce que ça ne va pas être supprimé si on rémunère autrement. Et je pensais aussi au lien qu'il y a notamment en France entre la rémunération et le diplôme. On voit bien que dans le care, on peut avoir de la place pour des gens très peu diplômés qui ont des intuitions et des compétences de care qui sont parfaites. Et est-ce que finalement, si on augmente la rémunération, on va pas augmenter l'exigence de formation,
et donc exclure peut-être des personnes qui ont des compétences. Enfin, comment intégrer ça, quoi. Bon, Ouais. c'est peut-être un peu... Merci pour vos questions. Moi, je me sens très incompétent, mais ce que je dirais, c'est, je trouve qu'on est dans un système qui parle beaucoup de diplômes et qui parfois un peu sous-estime les aptitudes. Parce qu'effectivement, tel que moi je perçois le soin, ce qui est important, ce que je mettrais en avant, c'est cette relation, cet aspect relationnel. Et ça vaut pour tous les domaines de soins. Il y a des métiers, évidemment, où il faut une compétence technique très forte, mais oublier l'appareil relationnel est très importante. Et donc, du coup, voilà, il n'y a pas forcément besoin de monter en gamme du point de vue des diplômes pour être efficace et dans ces métiers-là. Donc, en tout cas, je ne sous-estimerai pas cette dimension-là dans les formations. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui disait... Qu'est-ce qu'on doit apprendre dans les études de médecine? Oui, mais pour moi, c'est indispensable d'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a une dimension technique qui est très forte, mais voilà, il y a des psychologues qui ont travaillé là-dessus. Hein. Est-ce que les médecins sont bien formés, par exemple, aux statistiques et aux probabilités conditionnelles? Ils ne le sont pas plus que la population. Et par exemple, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un faux positif, bon, peut-être que vous allez me dire que vous connaissez tout ça par cœur, mais c'est compliqué d'expliquer à un patient, tiens, tu as fait un test, voilà, tu as fait un test, c'est positif, mais la personne va comprendre qu'elle a 9 chances sur 10 d'avoir quelque chose, alors qu'en fin de compte, évidemment que ce n'est pas vrai. Donc il y a aussi ces dimensions-là qui sont très importantes dans cette activité de soins. Je pense qu'il faut avoir une vision assez large. Mais là, on retombe sur ce que vous disiez aussi, c'est qu'on est de plus en plus spécialisé. Donc, on est dans des orientations et on néglige certaines parties. Ça rend les choses compliquées. Bon, mais mon propos est très général ici. Donc, voilà. Moi, je voudrais attirer votre attention, peut-être en réponse à la question de l'oncologue, sur le fait que, par exemple, le travail de Valérie Oslander, Omerta à l'hôpital, a montré que les élèves infirmières et les élèves sages-femmes sont extrêmement maltraités par les coordinatrices qui leur donnent des notes. Et c'est vrai aussi des étudiants en médecine. On est passé d'un compagnonnage à un flicage avec des gens qui sont des petits chefs. Et il faut lire la thèse de Valérie Oslander, Omerta à l'hôpital, qui est remarquable parce qu'il y a des témoignages. Et un des problèmes connus du ministère, c'est que beaucoup de gens s'inscrivent en école d'infirmière et démissionnent pendant leurs études parce que les études sont extrêmement maltraitantes. Et c'est vrai pour les étudiants en médecine aussi. Donc on arrive à sélectionner des gens qui sont justement des gens qui n'étaient pas nécessairement faits pour le métier parce que ce sont des gens qui supportent d'être maltraités, de voir les patients maltraités, etc., etc. Et ça, cette perte en cours d'études, je crois qu'on ne peut pas oublier ça. Bon, je ne peux pas parler du milieu parce que je ne le connais pas, mais oui. Merci pour la référence. Bon, moi, ça me parle simplement, en tout cas, de ce que j'ai vu au travers du CARE. C'est qu'on parle souvent du CARE, c'est ce que j'ai fait, mais il y a aussi de l'anti-CARE. Non pas au sens des meubles, mais au sens, effectivement, dans la relation de soins, parfois, il n'y a pas que du bon, et il ne faut pas oublier d'aller regarder de ce côté-là. Et peut-être effectivement que du côté de la formation, il y a des choses à regarder aussi, de ce point de vue-là. Merci beaucoup. On va clore les échanges pour cette intervention. Merci beaucoup à vous.